Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast quasi mensuel de la cellule, avec aujourd'hui non pas les créateurs de Sensexalogie, mais les membres d'une association, ma foi, fort sympathique, avec un nom ronflant et trop long, la Lune Rousse Club de jeux de rôle de l'Ascreb. Ils m'ont demandé de ne pas l'écorcher, ce que j'ai fait. Autour de cette table avec moi pour présenter ce podcast autour du thème suivant, organiser une convention, nous avons Mathieu. Mathieu, bonjour. C'est toi Mathieu ? Oui, c'est moi. Je me suis pas trompé de nom ? Non. Le regard que tu m'as lancé, j'ai l'impression que tu t'es trompé. Le premier truc... Mathieu, il est comme ça. Ah d'accord, ok. Jika est avec nous, alias Xlatok. Bonjour à tous. Pierre également est avec nous. Oui, tout à fait. Bienvenue Pierre sur le podcast de la cellule. Tanguy est avec nous. C'est moi qui ai l'idée que ça le prix sur Mathieu. D'accord, ok. Et Malvina. Bonjour à tous. On aurait pu commencer par les filles, la galanterie oui, d'abord en général. J'y ai pensé. C'est pour ça qu'on a commencé par Mathieu. Oui, mais si tu écoutais ce podcast souvent, tu saurais qu'on ne le fait jamais et qu'on finit toujours par elle, au contraire. C'est une manière le meilleur pour la fin, on dira. Bon, alors premier thème qu'on va aborder pour ce podcast. Déjà, les gars, pourquoi organiser, les gars, la fille, pardon, oui. Pourquoi organiser une convention ? Pourquoi organiser une convention ? Quelles sont les motivations qui vous poussent à organiser une convention ? Malvina, est-ce que tu veux intervenir ? Oui, bien sûr. Pour moi, commencer par une convention, c'est d'abord pour rassembler des rôlistes plus ou moins expérimentés. Et ça permet également de faire des nouvelles expériences, tant en tant qu'en jeu de rôle, découvrir de nouveaux jeux, découvrir de nouvelles manières de mener, et puis découvrir de nouvelles manières de jouer également, parce qu'on ne sait jamais avec qui on va tomber, avec qui on sera autour de la table. D'accord. Et donc c'est changer d'horizon un peu, quoi. D'accord, ok. Ouvrir l'esprit des rôlistes à d'autres manières de jouer, d'autres tendances. Voilà, tout à fait. Tanguy, toi qui avait l'air en présentation de ce podcast, dire que tu avais beaucoup de choses à dire à ce sujet. Ouais, c'est vrai que c'est la préparation. Bon, j'avais pas mal de motivation, mais donc il y avait un problème de cohérence de la communauté sur le bassin rennais. D'accord, ouais. Oui, c'est vrai que le club de la Lune Rousse, c'est un club rennais. C'est vrai que j'ai pas précisé. C'est important de le dire, effectivement, mais c'est pas grave, on t'en veut pas. Club breton. Mais donc il y avait un problème de cohérence de la communauté, puisqu'en fait on était très peu nombreux sur Rennes en réalité, donc en comptant les joueurs qui n'étaient pas dans des assos, quelque chose comme environ 300 personnes, quoi. Tu peux rapprocher le micro un peu si tu veux. Ça va le faire. Voilà. Et 300 personnes, et le problème c'est que les gens se connaissaient pas du tout, et en plus il y avait accessoirement du mépris mutuel. Ah ouais. Dans certains cas, c'est pas systématique. Et donc voilà, donc ça c'était une des motivations. Après m'être occupé de la Lune Rousse pendant un certain temps avant. Ouais. Et l'autre motivation, c'était un sociable en fait, quoi. Sociabiliser un peu, enfin rassembler tous ces clubs pour éviter bêtement de prêter le flanc à des campagnes de communication. Alors là, tu essayes d'éluder le sujet. Tu es habile, hein, pour. Mais alors, est-ce que tu peux nous parler de ça ou non ? T'as pas envie d'en parler ? J'en ai pas particulièrement envie d'en parler. Disons, voilà, quand moi j'ai découvert le jeu de rôle, on était dans le creux de la vague après la polémique Mireille Dumas et les affaires de Istres Toulon notamment. Ouais. Et donc moi c'est quelque chose que j'ai pas vécu, mais ça a vraiment traumatisé les gens avec qui j'ai appris le jeu de rôle. D'accord. Qui eux jouaient depuis plusieurs années et qui ont vraiment pris le truc dans la gueule, vraiment. Et donc du coup, il est vrai que c'est un thème qui m'a interpellé, même si moi, dans le fond, je m'en tamponne un peu, à vrai dire, quoi. Et donc l'autre motivation, c'était qu'on était nombreux à la Lune Rousse et puis qu'on était plein de courage, et on avait un club qui fonctionnait super bien, mais on avait un club qui allait nulle part entre guillemets, c'est-à-dire qui fonctionnait mais qui se contentait de ça, quoi. Et donc voilà, c'était proposer un projet aux adhérents, quelque chose de là aussi, on rejoint le thème de Malvina, à savoir s'extérioriser, aller voir ailleurs si on y est, quoi. C'est fédérateur une convention pour une association ? Pas autant que je l'aurais espéré. Ah oui. 8 ans plus tard, voilà où j'en suis, moi. On en parlera peut-être plus tard dans ce podcast, on sera amené à en parler. Parce que j'ai monopolisé la parole. Jika ou Pierre, comme vous voulez. Pierre, tu veux prendre la parole le premier ? Jika ? Enfin, Xlatok.
Ouais, c'est J'ai bon. horreur de ton pseudo. Ça, je te le dis en on air, mais j'ai horreur de ton pseudo. Je suis désolé, mon prénom Et est en vraiment plus- encore pire. Et en plus, je l'ai écorché la dernière fois quand j'ai présenté le podcast sur les forums. Alors donc, JK. Je préfère t'appeler comme ça, désolé. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc par rapport en fait à ce que disait Malvina et justement sur la note finale de Tanguy, je pense qu'il faut pas trop se leurrer. Les rôlistes sont avant tout des humains et les humains ils aiment bien leurs petites habitudes. Ouais. Donc on sait très bien quand ils repèrent un humain, enfin pardon, un meneur, un meneur qu'ils connaissent, un meneur qui savent qui mène des jeux ou qu'il a une façon de mener qui leur plaît ou qu'ils ont les jeux qu'ils ont l'habitude de voir sur une convention, ils iront là-dessus et ils iront pas forcément découvrir de nouveaux trucs sauf s'ils n'ont pas le choix. Entre D'accord. guillemets, il y a plus de place, c'est ce qui m'intéresse. Hmm. Voilà. Donc je pense que là-dessus c'est toujours une bonne idée de se dire la convention c'est pour ouvrir les gens à d'autres jeux, d'autres manières de mener. Hmm. Effectivement il y a de bonnes chances qu'ils le découvrent, mais je pense qu'il faut pas se baser là-dessus. Ouais. Je risque de me prendre des pierres, mais je pense que On reste une façon de pourquoi la convention, c'est personnel aussi quoi. C'est de se dire ouais, si je gérais un gros truc une fois dans ma vie, voir si j'en suis capable, D'accord. mettre ça sur mon CV, ainsi de suite quoi. Ouais, c'est une sorte de défi personnel, quoi. Quand on se dit on va Évidemment. organiser une convention qui peut potentiellement rassembler 200 à 200 personnes, c'est vrai que c'est un défi personnel. D'accord. Alors, toi, Mathieu ou Pierre non, Mathieu, défi personnel aussi, tu nous disais un petit peu en présentation de ce podcast, enfin en préparation ou... Moi, pour moi, mon défi, ça a été surtout donc le côté organisation. J'avais jamais organisé de convention. Donc ça a été un défi au niveau de gestion D'accord. et au niveau de tout ce qui va être relation avec par exemple avec les bénévoles. D'accord. Donc voilà, ça c'était une des premières raisons pour lesquelles je l'ai faite. Et l'autre c'était pour m'accrocher un peu plus avec le club de la Rousse. D'accord. C'était une façon de faire quelque chose pour eux, Ouais, voilà. de rentrer dans le cercle de la Lune Rousse. Hein. dans le cercle fermé. Voilà. Enfin, justement, qui cherchent à s'ouvrir s'ils organisent des conventions. Mais nous aborderons tout ça dans une autre partie de ce podcast. Je voudrais juste revenir Ouais. sur ce que tu disais par rapport à la fédération au sein du club. Ouais. Faut juste dire que le club de la Lune Rousse en est à sa 8e éclipse. D'accord. Donc ça fait quand même 8 ans. Je pense que ça a peut-être dépendu des années. Il y a certaines années, la mayonnaise a super bien pris entre les bénévoles et on en est ressorti effectivement avec une plus grande cohésion de club. D'accord. Et peut-être que d'autres années, non. Et ça revient à ce que tu disais aussi, Mathieu, quoi. Tu t'es investi là-dedans aussi pour peut-être rentrer plus dans le club encore et D'accord. t'intégrer entre guillemets assez rapidement. Jika. Oui, effectivement, je pense que pour l'objectif de fédérer un club, une convention, là par contre, ça marche très bien. Il n'y a D'accord. pas de souci. Ça motive vraiment les gens à se bouger ensemble pour peu qu'il y ait un minimum de communication au sein du club. Ça leur donne un objectif à faire. Et ils viennent demander quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur la convention c'est quoi les trucs qu'il faut préparer? De quoi vous avez besoin? Là-dessus, raccrocher un club les ensemble, bénévoles c'est sont vraiment forcément des gens de l'association ou non? Ça peut être n'importe qui. Non, pas forcément. Pas forcément du club. D'accord, ouais. Ça peut être. Moi, je peux très bien être bénévole un jour alors que je fais pas partie de votre association. Tout à fait. Ok, d'accord. C'est une denrée rare, plus il y en a et mieux c'est. D'accord. Tanguy. C'est surtout que plus il y en a, plus c'est facile pour tout le monde. Toujours le même problème, la division du travail. Hein. D'accord. Ouais. Pierre. Oui, donc ce que je voulais ajouter par rapport aux bienfaits que ça peut apporter au niveau de la fédération, Ouais. c'est que on a eu beaucoup de membres historiquement au club de la Lune Rousse, Ouais. et la convention c'est l'occasion de revoir bon nombre d'anciens qui viennent de l'autre bout de la France, et on renoue contact et c'est toujours très agréable. D'accord. pour ça. C'est un des gros événements en fait d'une association de jeux de rôle, une convention. En tout cas pour la Lune Rousse, oui, ça l'est. D'accord, ok. Donc, Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de Lina. clubs qui organisent des conventions. Enfin, il y en a en France, il y en Ouais. a peut-être pas tant que ça. Enfin, je sais pas. Hein, j'ai pas de chiffres en tête, mais je Je- sais pas trop combien il peut y en avoir sur une année.
par rapport au nombre de clubs qui pourraient potentiellement en organiser une. Tanguy? Bah moi en fait pour avoir couru les conventions, je crois que c'était en 2007 pour l'anniversaire de Dark Earth. Ouais. Si on fait des conventions, il y en a plein, on a même eu du mal à faire notre choix et enfin s'il y en a vraiment plein, et c'est d'ailleurs un petit peu le boxon, il faut bien le dire. Ah ouais. Bah parce que des assos dans une ville comme Strasbourg, je crois qu'il y a 3 assos de jeux de rôle qui organisent chacun leur convention. D'accord. Donc à Strasbourg il y a 400 000 habitants quand même quoi. Ouais, ça fait pas mal de gens. Ça fait bizarre quoi, disons. Bah, moi personnellement, pour avoir été dans pas mal de conventions en tant qu'invité, il n'y a pas toujours une convention par association, mais quand il y a une association qui en monte une dans une ville, généralement c'est l'objet. Bah, comme vous disiez tout à l'heure, généralement il y a plusieurs associations qui se rassemblent et à ce moment-là on fait une convention globale pour toutes les assos. Et il y a quelques villes dans lesquelles ça se passe pas comme ça à cause de problèmes internes, des associations qui se montent parce qu'il y a des gens qui se séparent, des choses comme ça. Mais sinon, moi j'ai envie de dire que ouais, si souvent il y a une convention qui est attachée à une association. Maintenant, c'est mon expérience personnelle, je sais pas. Donc voilà. Bon, est-ce que dans quel but est-ce que vous organisez une convention? Vous nous l'avez un peu dit tout à l'heure. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? On aura peut-être l'occasion d'en reparler après sur ce qu'on veut parler un petit peu de l'ouverture de la convention publique plus tard, mais donc voilà, on s'arrête ici. Alors les prérequis maintenant, quels sont les prérequis personnels d'un organisateur? Vous êtes des organisateurs autour de cette table. Quels sont à votre avis les prérequis d'un organisateur pour les gens qui voudraient éventuellement organiser une convention, qui nous écoutent? Malvina? Un prérequis, c'est très intéressant, très formateur d'avoir fait partie de l'organisation en tant que bénévole simplement d'une autre convention ou de quelque chose qui, pas forcément une convention de jeu de rôle, mais au moins quelque chose qui va accueillir du public sur plusieurs heures, voire quelques jours, quoi. D'accord. Même si c'est pas du jeu de rôle, tout ce qui concerne l'intendance, la gestion des gens, la gestion du public, la gestion interne, c'est déjà une très bonne expérience et c'est assez important parce qu'on a vite fait d'oublier des petits détails qui deviennent des montagnes une fois le jour J en fait. D'accord, ok. Alors Tanguy? Ouais, moi j'ai eu un peu le même genre d'expérience préparatoire. J'ai pompé beaucoup dans les fichiers du disque dur de ma mère qui s'occupe d'associations et effectivement les questions d'intendance. Quand on gère une manifestation sportive et qu'il y a 1000 personnes sur un site, effectivement, voilà, ouais. ça aide beaucoup pour comprendre un peu à quoi on a affaire. D'accord. Voilà. Et donc des prérequis, je pense qu'il faut une certaine capacité à parler aux gens. Ouais, faut être sociable déjà de base. Voilà, il faut vraiment vouloir aller frapper aux portes. C'est-à-dire, le problème, les gens qui sont réceptifs, c'est-à-dire les gens du milieu, c'est pas un problème. Ouais. Mais c'est tous les gens qui sont hors du milieu, faut vraiment aller frapper aux portes parce que c'est des gens qui ont d'autres chats à fouetter. Et donc, faut vraiment être capable d'être insistant sans être pénible. D'accord, ouais. Et donc voilà, donc pour camper sans pour autant passer pour un squatter, quoi. D'accord. Et j'adore l'expression. Merci. Camper sans pour autant passer pour... Et donc ça, à mon avis, c'est une qualité importante quand on monte un événement, de toute façon. D'accord. Après, des qualités, donc on en parlait tout à l'heure. Moi, je pense que pour être, actuellement, les rôlistes, comme c'est vraiment une petite communauté, fonctionnent beaucoup par le web. Donc, faut maîtriser l'écrit. Ouais. Ça, c'est important. Ça bien écrire son c'est toujours pareil, il y a plein de choses qui aident, le charisme, oui, voilà. Des choses magiques comme ça. L'année dernière, des choses comme ça qui ont aidé. Enfin bref, voilà. D'accord. Pierre, on t'entend pas. Tu en off. Oui, je disais que les pecs ça aide les aussi. Les pecs ça aide. Faut avoir fait le scénar avant en fait. C'est ça que tu. JK, est-ce que tu as des choses à dire là-dessus? Quels sont les prérequis? J'ai pas grand chose à ajouter. Je pense que c'est intéressant en tant qu'orga quand même d'avoir un certain goût pour la discussion. Entre orgas, on parle beaucoup, on a chacun une vision différente pour aborder chaque petit point et faut aimer ou discuter avec les gens, donc être capable de pas se camper sur ses positions. De se dire que mon point de vue n'est pas forcément le meilleur et que les autres orgas ont un ressenti différent. Et puis voilà, ou de moins de gérer les discussions et de savoir au moment que ça part en couille, les conflits entre organisateurs, ça arrive? Avec nous, non. Enfin, cette année, on n'en a pas eu. D'accord, ouais. Bon, ça se passe sur du velours généralement quand même. D'accord. Bon, est-ce que tout le monde est motivé par le même objectif, que ça se passe bien, du coup Et d'où l'intérêt d'avoir un nombre impair d'organisateurs. Pourquoi? En cas de vote. D'accord.
C'est des petits conseils comme ça là dont on a besoin. Mathieu, alors, de ton côté, tes prérequis. Quelles sont tes qualités, mon ami? C'est ça en fait la question. C'est compliqué comme question. Et je rappelle, il est célibataire. Il est très beau. Alors, le club de la cellule n'est pas une agence matrimoniale. Ne nous écrivez pas des lettres. Donc moi, j'avais pas d'expérience d'organisation de convention. J'ai connu Eclipse quand même en tant que bénévole une année et en tant que joueur une autre année. D'accord. Donc je voyais ce que c'était dans son ensemble, mais c'est vrai que c'est pas évident du tout de se lancer, surtout que dans notre équipe on n'avait aucun ancien organisateur. D'accord. Et donc on s'est beaucoup appuyé sur les anciens et ce qui a été fait avant. Je pense que ça a été indispensable pour nous. Ce qui veut dire que pour des personnes qui commencent, avoir eu une autre expérience de convention. Même en tant qu'invité, enfin en tant qu'invité ou en tant que. Même en tant qu'invité ou joueur, c'est déjà une première approche. Je suis pas sûr que ça suffise vraiment pour pouvoir gérer tout seul une convention. On va être bénévole. Mais au moins bénévole. Voilà, bénévole, c'est déjà un très bon atout. Ouais. Donc en fait, le conseil que vous donnez un peu tous autour de cette table aux gens qui voudraient organiser une convention, c'est déjà d'être bénévole sur une autre convention. Oui, complètement. Ouais, d'accord. Okay. D'aller pomper les fichiers de la FFJDR. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fichiers? Tu nous en parlais en préparation du podcast? Ouais, donc donc ça nous a beaucoup aidé au moment du montage de la première Eclipse. Moi, la première chose que j'ai fait, j'ai été pomper les fichiers de la FFJDR. Il y a une zone de téléchargement qui doit, à mon avis, encore exister. D'accord. Sinon, je tiens à disposition les fichiers PDF, parce qu'ils sont sur mon disque dur. D'accord. Donc où il y a vraiment pratiquement tout. Ils sont un peu datés, il y a des informations qui sont plus tellement d'actualité, mais honnêtement, tout y est. D'accord. Voilà. Et donc vous pour démarrer, j'entends. Les premières conventions de la Lune Rousse, vous les avez faites avec ces fichiers-là? Ces fichiers-là pour base, donc comme je le disais, des sources venant donc d'autres dans un autre domaine que le jeu de rôle, mais d'organisation accueillant du public. D'accord. Et puis du bon sens aussi, voilà. Donc je rappelle pour nos auditeurs que la FFJDR, c'est la Fédération Française de Jeux de Rôle. Donc voilà, vous tapez www.ffjdr.org. Voilà, vous tapez JDR sur internet, vous tombez dessus. Ouais. Je crois que c'est même le premier lien. Donc voilà, ça se trouve très très facilement. Si vous désirez organiser une convention, de toute façon, j'imagine que vous la connaissez déjà. Donc voilà. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de dire. Quelles sont les contraintes techniques, matérielles, les choses qu'il faut préparer pour préparer sa convention? Alors là, je sais même pas par où commencer tellement en préparation du podcast. Ouais. En fait, moi j'aurais une idée de départ, ouais. C'est-à-dire le public. Combien de personnes vont venir? D'accord. C'est parce que c'est ça qui va définir à peu près tout, la taille des locaux, le nombre de parties à proposer, etc., etc. Donc le nombre de bénévoles évidemment. La formule aussi de la convention, parce oui. qu'on en a parlé aussi. Comment on peut évaluer son public sur une convention? La première fois, on ne peut pas. Ah ouais, là c'est cash quoi. Plus un. Tanguy, ouais, t'es d'accord avec ça? Mathieu, là-dessus, comment est-ce que vous saviez à peu près le... Nous on savait, oui, on en était à la 8ème, donc la convention elle-même était déjà bien rodée. Et on s'est basé sur le chiffre de l'année d'avant qui était 300 personnes, on en a eu 350 à peu près. Ouais. Donc on savait à combien s'attendre. En quoi est-ce que ça va être important de savoir le nombre de personnes qui vont venir? C'est peut-être une question un peu naïve, mais... Comme je le disais, ça dépend, faut accueillir tous ces joueurs, donc il faut leur trouver une place autour d'une table, donc ça veut dire le nombre de meneurs. Le nombre de meneurs, c'est donc le nombre de l'espace que ça va prendre. C'est déjà deux énormes contraintes. Parce qu'il y a des limites en termes techniques au nombre de meneurs sur une convention? Ou non, ils s'inscrivent un peu au hasard? C'est ça qui est bizarre, le public dépend aussi. Avec le nombre de meneurs va varier en fonction du public, donc a priori c'est pas quelque chose dont vous devez vous soucier en tant qu'organisateur. Si. En fait, comme je le disais, ça dépend pas mal de la formule. Merci. Ça dépend pas mal de la formule de la convention. C'est-à-dire que Eclipse, c'est très particulier puisque on fournit les meneurs. D'accord. Beaucoup de conventions, comme on en parlait tout à l'heure, fournissent le scénario de donc une collection de 5-6 jeux. Ouais. Et donc les meneurs qui sont intéressés par ces jeux-là, ils reçoivent le scénario, ils téléchargent le scénario sur le site de l'asso. Qui écrit ces scénarios? Et puis ils s'inscrivent sur le site, donc des gens de l'association généralement. Enfin, j'ai notamment un contact sur le web qui fait ça à Strasbourg pour la convention des alchimistes. Ah oui. Et donc il écrit un Sonnet Dark Earth à peu près tous les 2 ans.
D'accord. Et donc bref, donc tout ça pour dire que voilà, il monte un scénario où il y a vraiment tout qui est tout, y compris des pré-tirés. Et donc le meneur va télécharger le scénario, si ça lui plaît ou qu'il a envie de mener, il va aller s'inscrire sur le site et donc là à ce moment-là les orgas savent qu'il y a une partie supplémentaire. D'accord. Donc à partir du moment où on a une idée du nombre de meneurs qui proposent des parties, on peut s'attendre, enfin il faut de toute façon partir du principe que toutes les parties vont être remplies. D'accord. Parce que sinon ça sert à rien de proposer aux gens de s'inscrire. Voilà, ok. Donc voilà, c'est pour ça le problème de la formule. C'est que vraiment, voilà, ça c'est quelque chose, c'est un impondérable. C'est un choix qu'on fait au départ. D'accord. Jika, tu voulais ajouter quelque chose peut-être ? Oui, par rapport au nombre de visiteurs qui est relié au nombre de meneurs, c'est aussi relié aux locaux. Et c'est vrai que je me suis rendu compte cette année, enfin on s'en est rendu compte quand on a demandé des locaux pour la convention Eclipse 8, ouais. C'est que le jeu de rôle est une activité qui consomme beaucoup de place par rapport au nombre de participants. D'accord. Voilà, donc c'est un truc qu'il faut prendre en compte. Ouais. Quand on a demandé à la fac d'avoir le grand hall, un étage complet et qu'on leur a dit on avait 300 personnes sur l'ensemble du week-end, ils n'ont pas trop réalisé mais pourquoi vous avez besoin d'autant de place pour si peu de personnes, parce qu'ils vont aussi des événements où il y a le double de personnes, le triple, et il y a quasiment rien utilisé en espace, quoi. D'accord. Ouais, c'est quelque chose qu'il faut expliquer, ça aussi, pourquoi on a besoin de tant de place dans une convention de jeu de rôle. Très bien. Et c'est quelque chose que les institutionnels effectivement ne comprennent vraiment pas, quoi. Ah oui. Vous avez vraiment eu des difficultés. Et on a beau leur expliquer, écoutez, voilà, une table avec 7 gus autour, ça prend tant de place et il leur faut un peu d'espace aussi, un peu d'espace acoustique. Ouais. Ça, ils arrivent pas. Ça leur parle pas. Ouais, bah oui, parce que même en termes d'ambiance. C'est une activité à laquelle ils sont pas habitués, en fait, tout bêtement. Une salle de bal, les gens ils sont habitués à ce que les gens soient debout ou éventuellement assis, tous bien en rang pour voir un spectacle, mais là c'est très particulier. Ah ouais, c'est bizarre. J'avais pas envisagé ça, moi perso. Le couchage, vous parliez aussi de ce genre de problème. Alors, après, c'est les contraintes qu'on se donne nous en tant qu'organisateurs. On peut tout à fait laisser de côté tout ce qui est alimentation et on va dire offre de couchage pour les joueurs ou les meneurs qui viennent de loin. C'est à chaque organisateur d'estimer est-ce qu'ils ont besoin de mettre ça en place ou pas, sachant que on va dire une cafette, maintenir une cafette sur les lieux, c'est quelque part une rentrée d'argent, donc c'est pas anodin. Alors du point de vue financier, ça de toute façon il faudrait peut-être l'aborder en détail, mais donc ça rapporte de l'argent une cafette. Moi je pensais que ça vous en coûtait. Moi ce que je voudrais savoir, parce que j'ai pas encore les chiffres, Eclipse 8 c'est combien de budget, combien d'argent dépensé en tout? Qui sait autour de cette table? Parce que j'ai pas le chiffre, hein, comme on a deux orgas de Eclipse 8. Mathieu? Je connais pas le chiffre exact puisque j'ai pas le. À une vache près. À une vache près. Il me semble que c'était 4000 €. Jika nous sort les dossiers là, attention. Son ordinateur portable Asus qui doit au moins faire le café. Non mais ses souvenirs c'était 4000 ou 5000. Pour la cafette, si c'est bien géré, ça rapporte de l'argent, bien sûr. La cafette en soi rapporte de l'argent, mais par elle-même, le truc c'est que les dépenses sont énormes. Par exemple, il faut payer les locaux. D'accord. Ce qui a été le cas cette année, c'était pas le cas les années précédentes, par exemple. Non, cette année le loco est gratuit parce que c'est le bâtiment, donc on était à la fac. Mais il a quand même fallu payer. Donc il a fallu payer tout ce qui a été vigile. Donc, qui n'est pas du tout donné. Agent de sécurité. Agent de sécurité, excusez-moi. Ce qui n'est pas donné du tout, étant donné qu'il y a énormément d'horaires de nuit surtout. Et que le prestataire de la fac c'est le plus cher du marché. Ah oui. Il y a placé pour le savoir. Quoi qu'il en soit, donc au niveau des sous, faut prévoir un budget de 4000 ou comment? Alors ça c'est pour Eclipse 8, donc on s'est basé sur, par exemple, je pense pour la nourriture, on avait eu 2000 € d'achat de nourriture. D'accord. Mais on est parti sur 350 personnes pour les quantités de nourriture. Pour une nouvelle convention, c'est des chiffres qui vont énormément varier. D'accord. Qui vont baisser, voire qui vont même être carrément annulés, parce que si vous êtes pas loin d'un endroit où tout le monde peut aller se trouver à manger, c'est peut-être même pas la peine de s'enquiquiner avec ça. Moi personnellement, je peux te dire par expérience en tant qu'invité que une convention sur laquelle il n'y a pas de cafette, où on doit sortir pour aller bouffer, c'est très très chiant. Et les chances que je revienne en tant qu'invité à une convention de ce type sont infimes.
Après, on peut Donc, aussi se charger des invités, des meneurs, enfin bref, des gens qui aident à l'organisation de la convention et leur fournir à manger. Mais Ouais. je parlais aussi pour les joueurs. D'accord, ouais. Avant tout pour les joueurs. Mais bon, en fait, là, on en revient, puisqu'on parle de budget, on en revient au problème de la fréquentation. Ouais. Je pense que, pour une première organisation, puisque bon, on a un peu cette dichotomie-là à gérer, Ouais. pour une première organisation, on faut voir aussi quelle zone géographique on arrose en Ouais. termes de communication, Carrément. en sachant de toute façon que sur une première organisation, la réputation de la convention n'existe pas, et donc les gens vont pas faire 300 km pour venir jouer. Ça c'est D'accord. vrai. Pour Eclipse, il y a des gens qui viennent de Paris, de je sais pas où, Ouais. Auckland, Montpellier. voilà, où vous voulez, Ouais, Montpellier, carrément. voilà, qui viennent de très très loin pour jouer, vraiment de l'autre bout de la France. Mais donc dans une première organisation, le problème se pose pas. Donc je veux dire, il faut aussi avoir une idée du nombre de joueurs dans le bassin géographique qu'on vise. D'accord. Tu Mais te souviens voilà. de combien il y avait justement pour la première Je crois qu'en tout on a fait 80 personnes. Pour la première équipe. Enfin 80 80 places places, assises, voilà, 80 c'est joueurs ça. assis. Donc ça fait une cinquantaine. Donc peut-être. mais donc en réalité ouais, une cinquantaine de personnes individuelles. Mais donc à l'époque on faisait pas le décompte, donc voilà. Mais donc, D'accord. bon, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où on a la fréquentation, on a une idée des quantités de nourriture à prévoir si on fait une D'accord. cafette. Et du coup aussi une idée des locaux qu'il faut. Là, c'est pareil, vous avez des chiffres à donner? Genre pour 100 personnes, faut. Enfin, non, c'est un peu bizarre d'acheter de dire. Bon, alors, il vous faut 50 tranches de jambon, 3 cornichons, ça paraît bizarre. Bah il y a un peu de ça, mais de toute Ouais. façon oui, on se fait une idée. Mais là c'est par l'expérience quoi. Ouais. La première année, je crois qu'on avait on avait un stock qu'on avait acheté le jour même, le vendredi soir. D'accord. Et en fait, on est retourné faire des courses le samedi matin De toute façon, la cafette, ouais, c'est. parce que c'était le plus simple en fait. Voilà. Parce que comme on D'accord. pouvait pas prévoir D'accord. et qu'on avait un supermarché à 5 minutes, Ouais. tac, on a Ouais, a dit bon bah voilà, ça marche bien. On a vu des gens arriver le samedi matin. On dit ok, faut qu'on retourne faire des courses cet après-midi. Ah oui, il y a un élément aussi pour tout ce qui est achat d'appoint comme ça, c'est que souvent, enfin en tout cas les éclipses se sont toujours passées sur des week-ends, et donc dans le week-end il y a le dimanche, et le Ouais. dimanche on n'achète rien, donc il faut aussi, Donc, il faut prévoir ça. il faut prévoir. Jika, t'as les chiffres, ça y est? Oui, j'ai les chiffres, Alors. le budget prévisionnel d'Eclipse. Donc pour Eclipse 8, donc faut savoir que Eclipse c'est quand même maintenant une grosse convention et qu'on a là on a eu une grosse dépense aussi par rapport au budget sécurité comme Ouais. tu l'as mentionné. Donc là on était en gonflant le budget, on était à 4500 euros de budget. 4500 euros. Voilà. quand même. Sachant que là il y a eu une surestimation volontaire parce que on a grossi le budget sécurité et 2-3 autres trucs parce qu'on n'était pas sûr exactement de combien on aurait besoin. Où est-ce qu'une association telle que vous trouvait cet argent? C'est une question qui peut paraître abrupte, mais Alors, Jika, là en l'occurrence, nos sous ils viennent de 3 pôles. d'accord, Inscription au repas, puisque la cafétéria rapporte des sous. d'accord. Comme a dit Ouais. Malvina, elle a tout à fait raison. Et essentiellement, quand même, les subventions. Bon, là, c'est Mais il le- faut quand même des sous pour avancer. Enfin, faut quand même avoir de l'argent à avancer pour la cafette. Même si elle rapporte des sous. Oui, mais Non. ce sera remboursé sur le week-end. quoi. D'accord, ok. Enfin la salle et donc là en l'occurrence le budget sécurité, c'est un truc qu'on paye après de toute façon. Donc en fait D'accord. c'est pas avancé. Ah oui, d'accord. Donc par contre, effectivement, faire les courses, faut l'acheter avant. Donc pour une première orga, Ah oui. on peut s'arranger pour acheter au fur et à mesure. D'accord. Quand on a un petit peu de recul, bon, on a forcément, enfin, 1000 euros, ça se trouve dans des fonds de caisse, c'est compliqué, mais ça se trouve quoi. D'accord, ok. C'est- Ok. Excuse-moi, c'était une question naïve, mais. Non, voilà, mais c'est- il n'y a pas de question naïve. Donc les subventions là du CRUS c'est du fond de la fac. Mais Ouais. bon, là c'est bien parce que on est une association étudiante quoi. D'accord. Mais par contre, je voulais poser une question à Tanguy par rapport à Eclipse 1. Une. The one. The first Tu dis que vous avez vu à peu près 50 visiteurs. Je crois, oui. Si je déconne pas trop, il me semble que c'est à peu près la quantité de personnes qu'il y avait au club à l'époque. Donc est-ce qu'on peut se dire que Non. pour une première convention, Non. Non. Pas du tout Non, justement. En fait, déjà parce que tous les meneurs étaient, enfin tous les gens du club étaient d'office réquisitionnés pour mener. Alors, parce que la première convention, je veux dire, bon, Ça a été je l'ai- extrêmement policé, hein. C'était ma façon de voir les Tanguy. choses, donc ça, c'était clair. hein. Mais on peut en reparler de ça aussi. hein. Non, c'était pas si bleu pagne ça que s'est ça. passé, ça Voilà. s'est passé très gentiment, mais de fait, voilà, j'ai dit moi de toute façon je l'organise pas si le club me soutient pas. D'accord. Et donc parce que enfin pour moi aussi c'était risqué. Donc en fait il y avait à l'époque une cinquantaine d'adhérents au club effectivement.
Sur les 50, il y en a à peu près une moitié qui de toute façon n'était pas là ce week-end-là, pour plein de raisons, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'aller embrasser maman tous les week-ends, je peux tout à fait comprendre. Et donc les 25 autres par contre ont été sur le pont au minimum en tant que meneurs, pas tout le week-end mais au moins une fois dans le week-end. Et en fait par exemple la première année, la consommation de jeux de rôle par des gens du club a été presque nulle. Ah bon? Et en fait cette consommation là s'est développée les années suivantes. Ah ouais. Mais bêtement parce que bon il y avait de la place aussi quoi, c'est pas voilà. Ok. La première année on a eu plein de tables vides aussi hein. C'est vrai. D'accord. Je veux dire, Ouais, c'était les meneurs venaient du club et puis du coup ils ont pas eu de joueurs quoi. Ok. Du coup, ils ont pu aller jouer ailleurs. Enfin, Bon. jouer. c'est sur souvent des ça qui tables. s'est passé. Pas Enfin, jouer ailleurs. je crois que Pierre le matin s'est retrouvé le dimanche matin, s'est retrouvé à mener avec 3 joueurs. Mais on en reparlera peut-être en dernière partie, mais en fait, Mathieu. en fonction des personnes qui sont là et du nombre de parties qu'on a proposées, on adapte en fonction. Donc ça arrive qu'il y ait des parties qui se défassent ou d'autres parties nouvelles qui se D'accord. fassent en plus, quoi, Ouais. pour adapter le niveau de l'affluence. Oui, voilà. Bon, bah, Ce qui est très finalement, dur à tu- déterminer. Ah ouais non c'est clair. Hein. Là c'est vous d'entrée de jeu en disant ouais il faut évaluer son public. Vous mettez la barre très haut en termes d'organisation. Enfin vous en avez conscience j'espère. C'est Oui. impossible d'évaluer le. C'est Déjà sur la France en termes sociologiques on est même incapable de l'évaluer. Alors après faut pas. Ouais la population de rôlistes. Tanguy attends passe le micro. Tanguy tu as un chiffre. les stats sont pas toutes neuves mais 100 000 100 000 à une ça vache date- près. Ça date de quand? Ça date de, alors je pense que les chiffres que j'ai doivent dater de 2003 ou de 2004. Ah ouais quand même. Ouais, donc il y a eu c'est les, vraiment des derniers, enquêtes. les derniers magazines qui faisaient des enquêtes et donc c'était à peu près ça quoi. Ah ouais. Ah Ouais. mais c'est bien d'avoir ce Après chiffre, là-dedans tu vois. il y a des gens qui jouent une fois tous les 2 ans. Hein. D'accord. Ouais, Il y a oui, aussi oui, des oui. gens, des acharnés comme à la Lune Rousse qui jouent toutes les semaines comme des malades, voire même plusieurs fois par tous les semaine. jours. D'accord. Alors, Tous les jours. reprenons les thématiques qu'on avait abordées dans la préparation du podcast. Il y avait aussi le choix de la date. Hein. Le choix de la date. Vous disiez que c'était Faut important. mettre le choix dans la date. Alors, Ami de la poésie. bonsoir. Bonsoir. Alors, comment est-ce que vous choisissez vos dates, vous, à Eclipse, personnellement? Il faut fêter le printemps dignement. C'est-à-dire donc toujours le printemps. L'équinoxe de printemps. Ouais, on remarque quand même il y a un truc, c'est que les conventions sont toujours dans les mêmes dates. Hein. C'est-à-dire que c'est soit la rentrée, soit au printemps, effectivement. Quand il fait beau. C'est ouais. Euh, Quand il fait beau, Mathieu. je sais Des petits oiseaux chants. ouais, ça. non, Non, il- pour étant donné que beaucoup sont s'adaptent à un public d'un âge de je dirais entre 18 et 25 30 ans même. D'accord. C'est une période où de Dit-il jeunes. en regardant Malvina et moi. Non, Bon, bah, il est gentil, pas alors. osé. Donc une grosse partie étudiante et une autre partie de jeunes adultes. Les dates sont bien d'abord pour déjà pour avoir un beau temps, ce qui est D'accord. Le toujours printemps. bien pour une Agréable. convention. Sinon donc un beau temps c'est plus généralement l'été, mais l'été Alors c'est pourquoi pas l'été justement les conventions? Parce que comme il y a des rôlistes qui vont embrasser maman le week-end, Ouais. il y a les rôlistes qui vont en vacances l'été. c'est un peu sur le calendrier Ouais. étudiant, le calendrier scolaire quoi. C'est vrai que ça semble quand même être bien basé sur le calendrier étudiant tout ça. Hein. Oui, en fait, il faut faire attention à ne pas tomber pendant des périodes d'examen. C'est surtout ça. Le beau temps, personnellement, vu que le jeu de rôle est quand même un loisir d'intérieur, il tempête Mais dehors. c'est sûr qu'il est pas indispensable. Au contraire même pour on s'en l'ambiance fiche, c'est quoi. mieux parfois. Bah ça dépend ça Enfin, dépend à quoi on Cthulhu joue avec la comme tempête toujours. dehors. Mais oui, effectivement. Mais Mais c'est important pour les dates, quoi, pour les examens, pour que le public qui peut potentiellement venir soit libre. D'accord. Mais Libre de après- contrat. Après, moi, je pense qu'il y a autre chose, c'est que si on regarde un peu le calendrier, par exemple, du GROG ou choses comme ça, des conventions, on s'aperçoit qu'il y a une recrudescence de manifestations, effectivement, en mars, avril, mai. Ouais. Mais il y a une raison à ça, c'est parce que les conventions sont effectivement essentiellement organisées par des associations. D'accord. Et les associations, d'une façon ou d'une autre, elles suivent le rythme scolaire. C'est-à-dire que moi, je connais pas d'association, de quelque nature qu'il soit, qui commence ses activités le 1er janvier et qui les termine le 31 décembre. Ouais, d'accord. Toutes les assos commencent typiquement en septembre, et donc on peut pas monter des projets alors que l'assemblée générale a lieu en septembre. On peut pas les rendre possibles en décembre. Enfin, c'est D'accord. super compliqué quoi. C'est comme un bébé, quoi, c'est 9 mois. Hein. Joli. Joli, joli. Ok. Donc, nous parlions donc du choix dans la date, hein, je vous le rappelle.
Ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément c'est quelque chose c'est un hasard en fait. Enfin, ça arrive comme ça, mais parce que c'est un état de fait, quoi. D'accord, ok. Comme les bébés. Au niveau des... Bon, on va peut-être arrêter là. Au niveau des bénévoles, comment ça se gère? Comment on recrute des bénévoles? Au fouet. Au fouet. Avec comment On voit que la méthode avec, Tanguy a Ah mais non, mais avec je des- suis, avec des je cailloux à suis, l'extrémité. moi aussi. Je suis aussi dans la même veine que Tanguy, donc l'année où on a fait la convention tous les deux, ça s'est très bien passé. Mais Non, C'était mais- très droit dans les bottes de tout le monde et c'était très bien. Non mais bon, après les gens, bon, quand on a une association derrière soi, la plupart du temps les gens ils vont adhérer. De toute façon, s'ils adhèrent pas, mais on sait qu'on part tout seul, quoi. trouver les bénévoles en dehors de ceux des associations. Alors Comment comme vous je le faites disais, je sais pas si je l'ai déjà dit, Euh, pour une première organisation, Ouais. enfin c'est ce qui s'est passé pour Eclipse. Bon, Eclipse, c'est un truc que j'ai fait entre guillemets tout seul, Ouais. donc je rendais compte et puis je prenais des conseils auprès de Gwen. Mais donc en fait en amont il y a eu que moi. D'accord. Et par contre le jour même effectivement, donc il y a eu moi, il y a eu Gwen qui a organisé la convention par la suite et qui était le président de l'asso à l'époque, Ouais. et donc Edith la trésorière qui nous a bien aidé. Donc en fait finalement on a été 3 à gérer l'événement. Ah d'accord. Donc après effectivement les meneurs venaient du club, donc du coup ils avaient une idée de comment devait se passer la convention. D'accord. Ouais. Mais bon, enfin voilà, là encore, on aurait pu avoir des meneurs qui venaient pas du club, moyennant de bien les briefer à leur arrivée. Ça, a priori, je pense que ça n'aurait pas plus posé de problème que ça, quoi. D'accord. Ok. Et après, il y a toute la petite armée de fourmis qui aide à la maintenance, qui aide pendant tout le temps où les meneurs sont occupés. Et ça, c'est vrai que quelqu'un qui n'est pas dans une association, je sais pas trop comment il peut recruter, je sais pas, D'accord. papa, maman. Ouais. C'est. Si c'est- il a pas coupé les ponts à cause du jeu de rôle. Non, mais c'est vrai que ça peut être un vrai problème. Ça peut être un vrai problème. Une bonne. C'est. JK. Bah, c'est là que la communication au sein du club est importante. Ouais. Justement, c'est-à-dire que si le club organise la convention, il est important que le club participe, donc l'ensemble des membres. D'accord. Voilà, donc moi je suis assez partisan du fait qu'un membre du club qui fait une convention devrait être d'office bénévole. D'accord. C'est un peu psychorigide Oula. pour certains, quoi. Pierre. Un je- bénévole volontaire, oui. Ouais, un bénévole volontaire. Désigné. Désigné. Bah, ça, je pense que c'est un point de vue qui est largement partagé par tous les gens qui ont organisé Eclipse. D'accord. Parce que bon, c'est aussi une question de logique quand on s'investit à fond pendant 6 mois dedans. C'est pas pour voir des gens arriver comme des consommateurs alors qu'ils devraient être impliqués au moins un minimum, quoi. D'accord. Mathieu. Mais bizarrement, pour Eclipse 8, on n'a pas eu tant que ça besoin d'aller les chercher. Une grosse partie. Ah, JK a l'air d'être. Il a pas l'air con, horripié. d'accord, mais Tu sais, pour une grosse partie, c'est moi qui m'en suis occupé et. Ils vont régler leur compte. Et en fait, beaucoup sont venus à nous. On n'a pas eu besoin de tant que ça. Après, de revenir les rechercher, ça, oui, il y a toujours des soucis au niveau de ce côté-là. Ouais. Mais ils sont venus pour une grosse partie à nous. La preuve, c'est que Gwen, l'ancien organe de l'année dernière, et Charles étaient un peu jaloux parce que ils m'ont dit ça comme ça, parce que on avait mis un tableau au club et les noms sont remplis très vite D'accord. dès le début. Bon, bah, ça c'est Alors bien. que ça n'a pas été le cas l'année d'avant, donc ça c'est Ça, pas. c'est moins bien. Je fais les commentaires. Oui, Pierre. ce qu'il faut voir, ce que j'ai pu voir sur différentes organisations d'Eclipse, donc moi j'étais pas organisateur, mais en tant que membre de la Lune Rousse, c'est vrai que les organisateurs ont toujours eu du mal à pouvoir quantifier exactement qui c'est qui allait pouvoir faire Oui. quoi. Les décisions de la plupart des bénévoles arrivent très tardivement, ça a l'air d'être une Ça relative doit être une constante. énorme difficulté Et quand même. ce qui fait criser tous les orgas, ce qui est très drôle au demeurant. Voilà. Et quels que soient les orgas, tous les ans, c'est des orgas différents ou presque, et tous les ans, c'est la grosse crise. Oui, j'ai noté aussi que dans les conventions, je reviens souvent sur les lieux de mes crimes, et j'ai noté que souvent les organisateurs changeaient, alors que les organisateurs de l'année d'avant sont eux bénévoles ou autre chose. Est-ce que ça fait partie d'une des contraintes que vous fixez aussi vous en tant qu'association, de faire en sorte que ça tourne, ou alors non Je m'exprimerai quand. Ouais, Pour les autres, Mathieu. D'accord. Mathieu. Donc pour nous, en tant que membre de la Lune Rousse depuis 3 ans, Ouais. ce qu'on nous a dit plus ou moins d'entrée, c'est qu'ils aimaient bien que l'équipe d'organisateurs tourne Ouais, pour apporter du nouveau à la convention, d'accord. tout en gardant
quelques vieilles têtes, j'allais dire, pour dans l'équipe, pour dit-il en me regardant avec insistance. pour aider et pour soutenir pour guider les nouveaux. D'accord. Ça n'a pas été le cas pour Eclipse 8, mais pour toutes les autres Eclipse, il y avait des anciens et des nouveaux qui collaboraient pour améliorer Eclipse. D'accord. Donc ça c'est important de faire tourner les organisateurs pour au moins amener du pour sang moi, neuf. ça amène énormément de choses. D'accord. Ça c'est intéressant à dire. Alors, la communication sur la convention maintenant. Comment est-ce que vous faites la communication? Vous dire bon bah voilà, l'événement va avoir lieu. Est-ce que vous le presse locale, comment est-ce que vous en tirez? Le web, tu disais en préparation de ce podcast. La presse locale, ça sert à rien. Ah. La Alors presse pourquoi que je qualifie je vais expliquer. La presse que je qualifie d'institutionnelle, Ouais. oui, ça peut servir à condition d'être prêt tôt parce qu'ils ont des deadlines assez difficiles. C'est-à-dire C'est-à-dire que je crois que le bouclage du René, c'est quelque chose comme 1 mois et demi avant sa parution. C'est-à-dire Ah ouais. enfin le bouclage, non. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que toutes les annonces arrivent 1 mois et demi avant la parution du René, qui est quand même un mensuel. Ah ouais. Donc bon. Donc c'est assez faut vraiment prendre le truc en amont quoi. D'accord. Mais bon, ça marche assez bien ça par contre. Quand il y a une publicité dans un ça marche, c'est le genre de truc qui est lu ouais quand même. Si. D'accord. Ouais, ça marche un peu. C'est lu, mais Évidemment. est-ce que c'est lu par un public vraiment intéressé? Bah en fait c'est lu par des gens finalement relativement jeunes aussi. Enfin, dans une ville comme Rennes en tout cas c'est le cas puisque c'est une ville assez jeune. Ouais. Voilà. J'imagine qu'à Nice c'est plus compliqué, mais qui voudra organiser une convention de jeu de rôle à Nice? Donc voilà pour ça. Et donc pour terminer le tour, moi je pense que donc les assos aussi, les premières années on faisait un mailing papier aux assos, Ouais. donc sur le bassin de géographie qu'on voulait arroser. D'accord. Et bon maintenant c'est quand même fortement remplacé par le web. D'accord. Il y a des annuaires comme le GROG où on peut référencer sa convention. Il y a des forums assez populaires comme je pense notamment au forum Cassius No, D'accord. pandapirate.net, et des choses comme ça où là par contre faut vraiment faire de l'activité, faut mettre des news genre toutes les semaines, dire Ouais. voilà on va avoir ça, tel invité a dit oui, etc. Ouais. Pour faire bouger le truc, faut maintenir le buzz. Ouais, parce en que fait, quoi. c'est vrai que les posts sur Casus ont tendance à vite finir aux oubliettes quoi. Vu l'activité du forum c'est pas étonnant quoi. Ouais. Donc, donc le web par contre ça marche très bien parce que comme je le disais les releases sont très portés sur le web. ouais. Moi c'est comme Voilà. ça que je vous ai rencontré perso. Et aussi la question de la communication demande aussi la question du public. Est-ce qu'on cherche à cibler uniquement des rôlistes ou assimiler, ou est-ce qu'on essaye de vraiment s'ouvrir au grand public justement par des mensuels ou par des Oh là là. médias locaux? Alors là, tu me permets de je faire sais. une Je fais transition. exprès. T'en as fait exprès, Bien Gina, sûr. félicitations. Alors justement, une de nos parties, c'était la convention peut-elle s'ouvrir au grand public? Alors, oh là là, je vois c'est tout le monde qui est là. Ça fait un espèce de blanc. Tu veux la réponse franche ou la réponse polie? La réponse franche. Non. Non. D'accord. Pourquoi? Argument. Parce que je pense que les gens qui ont déjà entendu parler du jeu de rôle, soit Ouais. ils s'y sont intéressés d'une façon ou d'une autre et ils ont des moyens d'information et donc ils sauront en fait par d'autres moyens que par des affichages 4x3 dans toute la ville. Ouais. Et qui en plus seraient très coûteux, et que les gens qui ne sont pas informés du truc et ne connaissent pas le jeu de rôle, de toute façon ils viendront pas avec juste une sollicitation comme ça. D'accord. Après c'est mon avis, je sais qu'il y a des expériences notamment à Rennes où on fait jouer les gens dans la rue, D'accord. notamment pour la fête du jeu je crois au fin mai. Et Ouais. ça il semblerait que ça marche, mais il faut vraiment aller Il y chercher a les ça, gens ouais. dans la rue quoi. À Caen Et au aussi. moment pas Effectivement à Caen. Cidre et Maintenant Dragon. que t'en parles, oui. Cidre et Dragon, là on est carrément en pleine rue, donc c'est pas mal ça. Ouais. Malvina? Par contre, on peut aussi attirer du monde, du grand public par des plus, pas que par du jeu de rôle. D'accord. Oui. Qu'est-ce que tu entends par des plus? Eh bien, ça peut être des petits spectacles ou
bien sûr intéressent les rôlistes, mais qui peuvent attirer du monde. On a par exemple pour Eclipse, depuis je crois Eclipse 2, un partenariat avec des écoles d'escrime de Rennes, qui organisent des petits spectacles, des petites scénettes comme ça dure pas forcément longtemps, 20 minutes. Il y avait du monde. L'escrime, tout de suite, ça parle, quoi. Tout de suite, on a envie d'aller voir. Tout de suite, c'est quelque chose de trop rare pour le rater, surtout quand c'est gratuit. D'accord. Donc les plus, donc tu cites l'escrime, on n'a pas encore parlé non plus des partenaires qu'il fallait pour une convention. Est-ce que Jika? Oui, par rapport à l'escrime, par exemple, ça attire du monde, mais ça attire du monde qui ne vient que pour le spectacle d'escrime, de fait. Oui, mais au moins ça les fait rentrer dans les locaux, ça leur montre l'image qu'on peut montrer, placarder par les éditeurs, etc. Par exemple, il y a plein de livres. C'est un loisir littéraire, et ça commence à les ouvrir. Et peut-être qu'en passant pour aller au spectacle, en traversant toute la zone des éditeurs, en revenant, ils vont peut-être poser quelques questions. Oui, c'est une possibilité. Moi, je vois en convention, généralement, quand il y avait quelque chose comme ça qui attirait les foules. Je prends encore une fois Cidre Dragon, où ils font brûler un dragon en fin de convention. Vous, avec le spectacle d'escrime, pardon, pas d'escrime, c'est un jeu de rôle de Mathieu Gaborit, ça n'a rien à voir. D'escrime, donc, il y a des gens quand même au retour qui posent des questions, effectivement, aux éditeurs qui sont là. Moi, j'ai vu des gens qui connaissaient pas du tout le jeu de rôle me demander, tiens, c'est quoi votre bouquin, machin. Donc ça fonctionne vraisemblablement. Je pense aussi que l'ouverture au public autre que le rôliste dépend aussi de la renommée de la convention. D'accord. C'est-à-dire que pour Eclipse 8, on a eu 2 personnes morales, on va dire ça comme ça, qui nous ont contactés et qui, a priori, ne sont pas rôlistes ou connaissent vaguement le milieu, quoi. D'accord. Donc un groupe de personnes qui créent un jeu de société, Rubraise, sont venus présenter leur jeu à la convention pendant les 3 jours, respect à 2 pendant 3 jours. Voilà, donc ils se sont greffés avec notre partenaire jeu de société, la Reine des Jeux, mais c'est des gens qui ne sont pas peu d'acquaintance avec le jeu de rôle. Ils ont présenté quelque chose qui n'est pas un jeu de rôle. D'accord. Et il y a aussi Japanim. Ça, c'est des partenaires gratos qui débarquent comme ça parce que vous êtes réputés. Voilà. Ouais, donc mais ça, de fait, s'ils sont venus eux, donc ils ont attiré aussi du monde qui n'était pas rôliste, qui sont venus à la convention. D'accord. Et on a donc le magasin Japanim qui lui s'est même montré de lui-même comme voulant venir à la convention. D'accord. De fait, on sait qu'il y a pas mal de jeux de rôle avec une influence manga maintenant, mais c'est une démarche personnelle de leur part, quoi. D'accord. Nous, on n'est pas allé les chercher a priori. Okay, voilà, de fait, je suis passé les voir quelques temps après la convention, savoir s'ils étaient satisfaits de ce qui s'était passé. Et ils me disent non, c'était bien, y a pas de problème. On a fait 2-3 ventes, discuté avec les gens, c'était cool. D'accord. Bon, donc c'est possible, mais faut pour les gens qui veulent organiser une convention, ils peuvent éventuellement contacter ce genre de partenaires, des magasins comme Japanim. C'est surtout que ça coûte rien de demander. Oui. Ouais. Il suffit d'y aller. Ouais, donc... Voilà, faut y aller et dire bah voilà, on organise ça. Est-ce que ça vous intéresserait de nous donner les lots, de venir, qu'on vous fasse de la pub d'une façon ou d'une autre, de venir avec un stand. Ça se fait très bien, quoi. Ça marche. Enfin, après, les gens ils disent non, ils disent oui, mais au moins, on peut pas dire qu'on n'a pas essayé. D'accord. Je me souviens juste une fois aussi d'une des éclipses où on a eu un partenariat qui n'a pas été très très concluant avec un magasin de BD. Je sais pas, tu te souviens? Eclipse 4. Ouais, parce que si je m'abuse, oui, effectivement, voilà. Pas concluant en fait, parce qu'à la base, l'idée qui sous-tendait, qui était très intéressante, c'était on s'orientait vers un aspect plus salon en fait de la convention. D'accord. Et en fait, l'idée c'était de faire venir des auteurs de BD, des dessinateurs surtout. Ouais. Et l'idée c'était que les gens pouvaient aller faire leur partie. Et puis entre le moment où ils avaient récupéré leur pré-tiré ou fait leur perso en début de partie, généralement les meneurs font une petite pause après la première demi-heure, d'aller se faire un crowbar de leur perso. Voilà. Et ça permettait aussi de discuter avec l'auteur de BD parce que les rôlistes sont des grands lecteurs de BD. Et alors c'était bien passé ou mal passé parce que les auteurs de BD sont pas intéressés par ça. Point. Ah ouais, d'accord. Ok. Enfin, Dixit, la boutique en question. Bizarre. Alors je pense qu'il faut cibler les auteurs de BD parce que cette année on a contacté plusieurs. Bon,
trop tard à cause de divers soucis locaux, mais tous ceux que j'ai contactés, sauf le Fab qui m'a jamais répondu, ils m'ont tous dit ah ouais, ce serait cool de venir, mais bon là c'est un peu tard au niveau planning quoi. D'accord. Voilà. Donc je citerai pas les noms, Oui, je pense non. qu'on les aura l'an prochain à Eclipse quoi, mais bon il faut cibler l'auteur de BD en question quoi. Alors le monde du jeu de rôle peut se permettre de faire des partenariats avec le jeu vidéo aussi à votre avis ou pas? Ah, je vois des petits sourires en coin, je réfléchir. Tanguy. Qu'est-ce que tu appelles jeu vidéo? Bah en fait moi je prends l'exemple du monde du jeu, donc ce salon dans lequel jeu de rôle et jeux vidéo sont côte à côte. Bon après ça reste un salon. Alors justement tiens, C'est un salon pro. d'ailleurs oui, la différence entre salon et convention, parce que moi je sais qu'une fois sur mon blog j'avais dit ouais la convention de Paris en parlant du monde du jeu, je me suis pris une volée de flèches avec des mecs qui m'ont dit non c'est un salon. Alors c'est quoi la différence en fait entre un salon et une convention? Je pourrais dire ce que c'est qu'une convention, je peux pas vraiment dire ce que c'est qu'un salon. Pareil. D'accord. Une convention, on vient jouer. D'accord, On peut venir faire plein d'autres choses qui sont éventuellement proposées, mais on vient surtout jouer. d'accord. Et c'est-à-dire que dans les conventions que j'ai pu faire, et donc Eclipse n'échappe pas à la règle, voilà, les gens qui viennent, enfin, la convention est quand même globalement, les locaux publics, Ouais, la cafette, tous sont quand même globalement vides pendant les créneaux de partie. d'accord. Donc ça veut bien dire que Ouais. les gens ils viennent pour jouer. Et D'accord. bon, le monde du jeu, j'y suis jamais allé à mon grand regret, mais j'ai pas l'impression que c'est ça qui s'y passe. Bah n'y va pas pour le jeu de rôle hein. Non. Alors sans même parler de savoir à quoi on joue. Voilà. Partons de mettons qu'on ferait une convention de jeu de plateau. Je pense que le syndrome serait exactement le même. Là en tout cas le jeu vidéo et le jeu de rôle sont mêlés dans ce Mhm. salon et on a plein de visites. Alors après, je sais pas. Mais je des sais synergies, pas des si- synergies, il y en a forcément. Je veux dire, c'est le monde c'est un monde de geeks. De toute façon, Ouais, les rôlistes, les gens qui font des jeux de rôle en ligne, choses comme ça, c'est des geeks quoi. ouais. Donc, les connexions sont importantes, surtout depuis la popularisation de l'Heroic Fantasy. Tu y as été d'accord. Romeric au dernier monde du jeu? 2009 2009 oui je crois que c'était le 2009 ouais. Ouais. Oui, alors j'avais même pas encore les nouveaux bouquins. J'étais au stand de la FFJDR. Je me suis senti un peu seul quand même. Heureusement il y a Fabien Ilvine justement dont je vous parlais en présentation de ce podcast qui est venu me soutenir et j'ai passé quasiment tout mon samedi avec lui. Et voilà quoi. Et sinon moi j'ai quand même réussi à faire une partie avec des membres de la FFJDR et quelques gens qui passaient par là. Ça s'est très très bien passé. Au niveau des ventes c'était pas mal parce que j'avais Fabien justement qui se rabattait du monde. Mais pourquoi est-ce que tu me demandes ça? T'as une idée derrière la tête? Bah parce que j'y étais, je n'ai pas trouvé vraiment qu'il y avait une vraie interaction entre le jeu de rôle et le jeu vidéo. C'était deux trucs qui étaient côte à côte quoi. Ouais. Alors déjà le jeu de rôle c'était en plus un tout petit Mhm. machin avec plein de tables côte à côte, on pouvait pas circuler entre, à côté de l'auditorium on entendait rien à ce qui se passait quoi. Ouais non. Et, C'est vrai que c'est un mauvais exemple C'est de. globalement le retour que j'en ai eu dans les articles ou sur Ah le ouais. web Non. que j'ai pu lire. effectivement, Je sais bon, pas. il y a peut-être quelques releases qui sont passés du côté jeux vidéo, mais Ouais. le public Je suis du convaincu du côté contraire. jeux vidéo, c'était le marmot de 12-14 ans. Il passait éventuellement par la partie monde du jeu parce que c'était plus rapide pour rentrer, il y avait moins de queue quoi. Il y avait des bruits de couloir, comme quoi il y avait le ministre de la culture qui était passé puis il s'était arrêté aux jeux vidéo. Il avait vu que jeux vidéo, puis il s'était arrêté là. Peut-être que pour un certain nombre de néophiles, enfin de personnes qui Ça- n'ont pas l'habitude, c'est la même chose en fait. Ouais. Peut-être. Ah oui, alors ça, on a fait un podcast là-dessus. Déjà, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, quand on dit, moi quand je me présente, je dis, bah, je suis créateur de jeux, les gens disent, ah bon, et où est-ce qu'on le télécharge ton jeu vidéo? Ça m'arrive très très souvent. Et Le terme RPG qui existe qui a débuté avec les Final Fantasy, le terme RPG brouille les pistes. ouais, clairement. Alors après bon, c'est un point de vue de savoir. Donc, Est-ce qu'un jeu vidéo peut être un jeu de rôle? Je suis pas convaincu Et il y a personnellement, certains- mais de toute façon ça brouille les pistes puisqu'on est bien d'accord que c'est quand même deux choses qui sont très différentes. Mais vous n'appelleriez pas certains magasins de jeux vidéo à réunir Non, Tanguy, je te vois. Pas moi. D'accord. Ok. Je sais pas ce que les organisateurs Eclipse 8 qui ont un autre tour sur le public. Ouais. Moi JK. non. Autant le manga j'y vois aucun inconvénient, autant le jeu vidéo je vois pas le lien possible. Et puis D'accord. le jeu vidéo, faut une démo, donc ça veut dire forcément du matériel, quoi, de la technique, Ouais. de la place évidemment, mais Ouais. Ça après si tu contactes un éditeur de jeux vidéo, il va t'amener le matériel.
Ça, à la limite, je pense que le problème n'est pas vraiment là. Enfin, je veux dire, financièrement, il n'y a rien. Et a priori, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de la convention modulaire. C'est justement un truc, une activité que finalement, t'as pas à gérer. Il n'en reste pas moins que, je sais pas, pour moi, c'est pas la même chose. Non, Ouais, c'est pas vraiment le pas. même monde. Mathieu? Pour moi, en fait, ça revient. Enfin, c'est un peu du même domaine que le jeu de plateau auquel on a un partenariat avec la Reine des Jeux pour Eclipse 8. La grosse différence, c'est que le jeu de plateau amène des personnes à jouer entre elles, comment dire, autour d'une table, alors que le jeu vidéo les isole. D'accord. Alors c'est la seule différence, c'est ce qu'on va appeler le LAN où les gens vont jouer vraiment entre eux. Quand je dis entre eux, c'est pas par perso interposé, c'est vraiment côte à côte. C'est-à-dire le MMORPG, pour moi, c'est un jeu seul entre guillemets. Enfin, on y joue seul. D'accord. Et le gros intérêt du jeu de rôle, c'est vraiment de jouer en groupe. D'accord. Donc là-dessus, deux mondes un peu incompatibles. Donc voilà. Un jeu social et l'autre un peu plus... Sinon, d'une certaine manière, ça pourrait faire partie. Après, ça dépend des organisateurs et de la vision de laquelle on a notre convention, quoi. D'accord. Ok. Pierre? Oui, c'est juste que c'est pas le même plaisir et c'est pas forcément. Oui, c'est pas le même public à première vue. D'accord. Ok. Moi j'y pensais parce qu'en fait je trouve qu'il y a de plus en plus de problématiques dans le jeu vidéo qui se rapprochent celles des problématiques abordées par le jeu de rôle. Notamment là j'ai entendu les podcasts de Gameblog que je suis activement personnellement, dans lequel ils avaient invité des gens comme David Cage, qui sont des créateurs de narration à l'intérieur du jeu de rôle. Heavy Rain, sorti récemment sur PS3. Donc là on commence à retrouver en fait des problématiques de comment on va orienter le joueur dans une fiction, etc. Et moi je trouve en tout cas qu'intellectuellement les créateurs de jeux et les créateurs de jeux vidéo et les créateurs de jeux de rôle devraient communiquer entre eux, et c'est pour ça que je me disais une convention pour les réunir, ce serait vraiment pas mal. Mais maintenant c'est pas là. Une convention pour les lier tous. Voilà, une convention pour les lier tous, tout à fait. Une convention de pro, quoi. Ouais, ça Mais plutôt je une suis convention pleinement pro. d'accord qu'au niveau de la création, là par contre il y a des connexions. Ouais. Quand tu vois, enfin j'y ai pas beaucoup joué, mais quand tu vois comment un jeu comme Morrowind, là effectivement il y a quelque chose au niveau de la narration, il se passe vraiment quelque chose, et qui renvoie à la création de certains jeux quand tu vois des arcs de storyline très complexes. Ouais, Donc là au niveau de la création je suis d'accord, mais le public c'est encore autre chose. d'accord. Et la ok. restitution Donc de un la salon manière pro, dont un C'est bien, salon c'est pro bien, je qui, pense, un de faire salon cette pro distinction. qui fait les deux, pourquoi pas, vraiment. Ouais. Mais une convention je suis pas convaincu. Tiens d'ailleurs, on cherchait une différence entre salon et convention, Ouais. on a trouvé. D'accord. Donc voilà. Alors, bon, maintenant, pour reprendre un peu le fil, parce qu'on a un petit peu fait un écart, mais cela dit, c'était intéressant. Qu'est-ce qui se passe le jour J? Ça doit être un peu la panique, non? Parce que moi, à chaque fois que je vois des conventions, j'ai des organisateurs avec des cernes, ils disent qu'ils dorment peu. Mathieu, t'as dormi beaucoup, toi? Alors, En fait, j'ai fait une nuit blanche volontaire, je vais dire entre guillemets. La première, je me suis gardé on s'est tous gardé des créneaux pour dormir, mais il y en a qui n'ont pas eu le choix, qui devaient être de nuit. Mais on a tous gardé un nombre d'heures minimum de sommeil plus ou moins. d'accord. Bon, après j'ai fait le choix pour aller discuter avec les gens, Oui, d'accord. voilà. T'as pris du temps Mais c'est vrai que dormir, ça veut dire être de bonne humeur, ça veut dire mieux travailler, ça veut dire. Donc de toute façon, tu ça veut- conseillerais aux futurs Oui, évidemment, organisateurs c'est dormir, quoi. c'est indispensable D'accord. si on veut avoir un bon résultat, parce que notre état d'humeur joue directement sur la vision des personnes de la convention et sur la convention elle-même. D'accord. Jika, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Le jour J, comment tu t'es... J'aurais pas forcément l'état d'humeur, mais la façon dont les gens peuvent nous percevoir. Je sais que bon, j'ai fait la nuit blanche entre le vendredi et le samedi. Bon, là, faut savoir que sur Eclipse, on avait une obligation en accord, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait des gens éveillés toute la nuit à chaque fois. D'accord. Un orga qui restait éveillé, quoi. Et à la fin du samedi, j'avais plus de voix, ça partait en couille, et donc ça déraille. Et on a beau, j'étais pas spécialement de mauvais poil ou énervé avec les gens, j'étais en pleine possession de mes moyens, mais la voix éraillée fait que... Et du coup, on a l'impression qu'on nous gueule dessus, mais non, j'essaie d'être courtois, mais c'est un ressenti aussi de la part des gens, quoi. D'accord.
Voilà, oui, il faut essayer de se ménager des créneaux pour dormir dans l'absolu. Après, bon, si on a la contrainte qu'on a eue d'avoir des gens éveillés tout le temps, c'est pas. Vous avez Tanguy, tu veux dire quelque chose à ce sujet le jour J? Parce que moi, Malvina. Ouais, en fait, effectivement, il faut être frais. Il faut être frais à l'arrivée et il faut essayer d'être frais pendant tout le long parce que il va y avoir plein d'impondérables, plein de choses qui ne se passent pas comme ça devrait se passer et il faut s'adapter et réagir extrêmement vite et donc être vif d'esprit et être au taquet, quoi. Ouais, tu parlais d'être autoritaire le jour J. Oui, effectivement, mais ça vaut un peu pour tout, même quand on organise, quand on est un groupe, il y a effectivement un moment où il faut arrêter de discuter, quoi. Il faut prendre une décision et ça vaut effectivement. C'est d'autant plus vrai le jour J où on a l'impression d'être dans un rush permanent, on est demandé de partout, il faut prendre des décisions très vite, il faut être capable de ça. Ça fait partie effectivement des qualités, des prérequis, on va dire, pour un orga. D'accord. Mais il faut prévenir les gens. Oui, d'avance. C'est-à-dire que les bénévoles, il faut leur dire. Bon, écoutez, voilà. Ça va être l'enfer. Je vais peut-être vous dire. Non, c'est pas dire. Il faut leur dire. Écoutez, ça va peut-être pas vous plaire à certains moments, mais voilà, je vais pas forcément vous ménager parce que de toute façon, on n'a pas le temps pour ça. D'accord. On n'a pas le temps. Alors, dans le meilleur des cas, on a un petit peu de temps pour y réfléchir. Quand je dis un petit peu de temps, c'est quelques secondes. Okay. Voilà. Le plus souvent, faut balancer direct parce qu'en plus, il y a un autre problème, c'est un aspect psychologique sur le public, c'est que si on n'a pas des réponses qui sortent tout de suite, les gens ont une sensation de flottement dans l'organisation. Oui. Et alors, ça peut être après, c'est à double tranchant. Il y a plein de gens qui vont apprécier ça, qui vont se dire bon, c'est convivial au moins. Et puis il y a plein de gens qui vont se dire mais je suis où là? Ouais, carrément. Donc ça, c'est important à gérer aussi. D'où l'intérêt aussi quand il y a plusieurs orgas, ce que nous on appelle les grands orgas, c'est-à-dire les gens qui ont travaillé en amont, c'est même si pendant la préparation ils se spécialisent, et c'est très bien parce que c'est d'autant plus efficace et pertinent, le jour J, il faut qu'il y ait un minimum de communication sur les différents sujets entre eux pour que, parce que la personne lambda, le bénévole qui est là, il sait pas forcément que celui qui gère la bouffe c'est tel le orga et pas tel autre, quoi. Donc c'est important d'avoir un peu de compétences croisées le jour J en tout cas. D'accord. JK. Et par rapport au jour J, c'est évident, mais ça fait quand même du bien de le dire, c'est plus il y a de choses qui auront pu être préparées en amont, notamment avec les bénévoles, moins il y aura d'emmerde le jour J. Alors moi, ce que je conseille, c'est ce que j'ai essayé de faire l'année dernière avec un demi-succès. C'est d'avoir en fait un document écrit qu'on lit à haute voix avec les bénévoles au moment où ils commencent à faire quelque chose. Genre par exemple arriver à la caisse, où on indique, on ne stipule pas vraiment ce qu'on est censé y faire, on stipule surtout ce qu'on est censé ne pas y faire. D'accord. Pour que les gens prennent pas des décisions et qu'on se retrouve ensuite responsable de quelque chose qu'on n'a pas voulu. D'accord. Donc juste dire voilà, tu gères la caisse de la cafette, de toute façon tu prends pas d'inscription. C'est voilà, oui il va te dire oui mais je me suis inscrit et puis il y a eu un cafouillage, tu prends rien surtout. D'accord. C'est vrai que des consignes claires. Des consignes claires, et y compris entre les orgas, c'est-à-dire qu'entre les gens qui ont travaillé en amont, c'est bien de formaliser justement les décisions qui ont été prises par les uns et par les autres, en papier, c'est-à-dire qu'effectivement le mec qui s'est pas particulièrement occupé de l'alimentation en amont, pour qu'il sache pourquoi est-ce que les décisions ont été prises comme ça sur l'alimentation à certains endroits en fait, quoi. Comprendre la logique, voilà. Parce que sur le moment, c'est pas toujours très clair. Et c'est vrai que ce que tu dis par rapport à surtout les consignes à ne pas faire, c'est presque plus important que celles qu'il faut faire en fait. J'ai une dernière chose à dire, il est très important de dormir parce que ça aide aussi à gérer ce genre de problème. Et là encore, c'est toujours les impondérables qui posent problème. Même si c'est extrêmement frustrant parce qu'on court dans tous les sens, on a l'impression, c'est quelque chose sur lequel on s'est penché pendant des mois, et au final le jour J on a l'impression de ne pas trop en profiter. Et c'est vrai que je comprends tout à fait Mathieu qui a préféré sacrifier sa nuit de sommeil pour pouvoir se poser, discuter, profiter, etc. Ça doit être frustrant ça, au final, quand on a du boulot et que... Alors en fait le jour J c'est aussi libératoire. C'est-à-dire qu'en fait, au cours de la préparation, on a accumulé pas mal de pression. Je sais que c'était notamment le cas de Malvina sur Eclipse 4. Et le jour J, on se dit, bon, de toute façon, maintenant, ça marche pas. Quelque part, je m'en fous, quoi. Ouais, d'accord. Voilà, boum, je rentre dans le tunnel du week-end et puis j'essaye d'en sortir vivant, point à la ligne, quoi. Ok. Et c'est libératoire, vraiment. Donc, en fait, on profite pas tellement de l'événement, ça c'est vrai. Enfin, moi, j'ai organisé plusieurs fois et
je crois pas avoir vraiment profité de l'événement. Un petit peu l'année dernière, je m'en suis bien sorti. Ouais. Mais en fait, ouais, justement, comme on se libère d'une charge, en soi, c'est une forme de plaisir, quoi. D'accord. C'est un peu pervers, je sais, mais Ah oui. oh oui. Oh oui, oh oui. Vas-y, libère-moi de nous. Alors, j'ai envie de faire un petit tour de table rapide quand même pour vous poser une question. Vos pires ou vos meilleurs moments de convention. Elle était pas prévue celle-là. Alors, qui a envie de continuer? Pire moment, meilleur moment. Jika, Malvina. Non, bah, j'allais dire pour ceux pour qui c'est encore très frais. Ah oui, alors Jika. Pareil, parce que j'ai besoin de me concentrer. Moi, j'ai envie de dire les dames d'abord. Le quoi? Alors, Les dames d'abord. Tout le monde se refile Les le dames truc. d'abord tout en lui passant à Mathieu. Voilà, c'est ce D'accord. que j'allais dire. Certes. Élégamment, à Mathieu. Pire et meilleur moment. C'est Je pense qu'en fait, bon, on va commencer par le pire. Ça a été le dimanche après ma nuit blanche, évidemment. Je m'y attendais un peu. Qu'au matin, revenir chercher un bouquin de jeu de rôle au club pour une partie. J'ai dû mettre une demi-heure pour retrouver le bouquin. Entre chercher les clés, revenir parce que je les avais oubliées, retourner. J'ai mis entre une demi-heure, une demi-heure, on va dire. Sinon, le meilleur moment, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un meilleur moment. C'est de voir quand tout tourne, quand c'est lancé, que ça fonctionne, quoi. voir les tables se faire. Voilà, voir les tables se faire, se défaire, enchaîner. On a l'impression qu'on a réussi, quoi. D'accord. Jika, ton pire moment de convention en tant qu'organisateur, j'entends, attention. Je crois que pour moi, le pire moment de convention, ça a été à Eclipse 8, le samedi après-midi, quand j'ai vu 95% des joueurs quitter leur partie pour aller s'inscrire aux parties du soir. C'est là où je me suis rendu compte que les gens n'avaient vraiment pas compris pour nous l'intérêt de mettre le début des inscriptions pendant le créneau des parties. Et ça, je me suis dit, il faut vraiment expliquer chacune de nos décisions parce que ça Alors, fait quelle était énorme. Mais parce que moi non Ah ouais, plus, j'ai là- pas compris. Moi, je suis même pas sûr qu'ils aient pas compris. Ils ont peut-être compris, mais Ah. ils s'en foutaient. Alors attendez, avant, est-ce que tu pourrais nous expliquer la démarche et pourquoi, enfin, c'est passé. La démarche, elle est très simple, c'est-à-dire qu'on voulait systématiquement laisser le plus de choix possible aux personnes qui n'étaient pas déjà à la convention D'accord. pour d'accord. s'inscrire. Et en fait, Parce que les gens. pour nous, le but de la convention, c'était de jouer. D'accord. Ouais. Juste de jouer. Donc une personne qui avait déjà joué, parce qu'elle était là le samedi après-midi, était entre guillemets moins prioritaire qu'une personne qui arrive le samedi soir pour X ou Y raison, parce qu'elle vient de loin, parce qu'elle travaille le samedi après-midi, D'accord. parce que voilà. Donc c'est de leur laisser un peu plus, éventuellement de leur laisser un peu plus de choix à eux. Et Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens qui étaient déjà là ont quitté leur partie voilà. pour aller s'inscrire le soir, sans. Voilà. Ouais. Et donc ça, bon, forcément, comme c'est le samedi soir en plus, il y a le plus de monde. Donc là, t'étais ça- fâché, quoi. À la limite, j'aurais pu le supporter, mais je me suis pris des remarques au même moment qui, bon, T'as peut-être été plus déçu que fâché. ouais, plus déçu en fait. C'est bon, j'ai pas une très bonne opinion de l'espèce humaine, mais là, elle a encore vraiment baissé, quoi. Et tu penses qu'ils ont pas compris ou alors qu'ils ont compris et Non, je qu'ils pense que en c'est avaient vrai. rien Enfin, à je pense que c'est vraiment une mauvaise explication de notre part. En fait, je pense que si on avait vraiment expliqué le but du démarche, truc au départ, je pense que les gens, enfin, fondamentalement, sont quand même relativement honnêtes, auraient compris notre démarche. A compris, mais est-ce qu'ils l'auraient Est-ce accepté? qu'il l'aurait accepté? Moi, je pense Oui. pas, personnellement. Voilà. Peut-être qu'il y en aurait quelques-uns en plus qui l'auraient accepté. C'est vrai, il y aurait eu un peu moins de monde sur la queue. Et ton, Voilà. ton meilleur moment? Alors? Le meilleur moment, c'était Eclipse 8 aussi, mais c'est sur tout le long de la convention. C'est parce que j'ai enfin pu mettre des têtes sur vos noms d'auteurs, et franchement, ça fait du bien, quoi. C'est vrai, c'est qui ce Romaric brillant là? Il fait chier avec son jeu là, ça veut rien dire. On capte rien. Moi, après la convention, j'ai toujours du mal à mettre les noms sur les têtes, mais ça s'est quand même un petit peu amélioré. Ouais, parce qu'on voit quand même beaucoup de monde, c'est difficile. Hein. Moi, je vous avoue que en convention, je retiens. Enfin, les noms, j'ai du mal. Quoi. Sauf les invités que je recroise régulièrement, et puis quelques organisateurs, par exemple comme JK, vu que on s'est appelé, je sais pas, peut-être une ou deux fois avant la convention. Après, c'était voilà quoi. Mais je t'ai vu en stress pendant toute la convention avec lui. Il était arrivé en sueur avec sa clochette là. Au bout de. Parce que Ah, mais- JK porte une clochette sur ses lunettes, il faut Oui, le savoir. oui, ok. D'ailleurs, mais pourquoi?
Anecdote. Attention, gros Moment secret. émotion là. Et pourquoi pas? Tanguy, meilleur, pire moment en convention. Alors je pense que mon meilleur moment c'est pour Eclipse 4 parce que la convention ouvrait ses portes à 19h le vendredi soir et les parties commençaient à 21h. On s'était pris un petit peu de marge parce que les années précédentes on avait eu quelques problèmes, des gens qui arrivaient, il fallait tout de suite qu'ils commençaient à jouer. D'accord. Et donc à 19h il n'y avait personne. Et là en fait j'ai dit à Rolapin qu'on connaît sur le web sous ce nom là, je lui ai dit putain, on est en train de prendre un four parce qu'en fait il faut savoir on voulait vraiment changer de formule à ce moment là. Ouais. Et on changeait un peu de format, enfin c'était un peu différent. Et à 20h15 je crois, on a vu débarquer une armée de gens. Ah ouais. Mais vraiment quoi, qui étaient là pressés de s'inscrire parce qu'effectivement les créneaux commençaient à 3 quarts d'heure plus tard, donc excusez-moi. D'accord. Les créneaux commençaient 3 quarts d'heure plus tard, donc on savait que les gens étaient pressés en fait quoi. D'accord. Et en fait vraiment moi je m'attendais, bon ok on va prendre un four, bon, on va avoir un week-end tranquille au moins quoi. et en fait ouais, et d'un coup je vois arriver tout le monde et sur le moment c'était un peu l'affolement et en fait dans le même temps je me suis dit on a fait les bons choix. Et alors ça, on avait fait des choix assez radicaux pour Eclipse 4. C'est souvent le cas de toute façon quand c'est moi qui m'y colle. Et je l'appuie bien. D'ailleurs, à l'exception notable d'Eclipse 7, oui, en passant, je vais y revenir. Et effectivement, ouais, voilà, c'est oui, ok, on a fait les bons choix, c'est bien. Voilà, au moins on a donné quelque chose, on a fait grandir l'événement, ce qui était le but de la manœuvre. Sinon, j'y serais pas revenu. Excellent. Et le pire moment? Le pire moment, c'est Eclipse 7. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a deux choses dans Eclipse 7. Moi, j'ai adoré Eclipse 7. La première, c'est que donc la convention commençait le vendredi. Ouais. Le lundi soir, on nous a dit qu'il n'y avait plus de thunes dans la caisse de l'assaut. Ah ouais. Nous, on devait faire 1500 € de course le vendredi matin. D'accord. Et on était vraiment, j'ai passé une semaine affreuse quoi. Parce qu'il fallait finir l'organisation de la convention, parce qu'on était à la bourre, parce qu'on a fait des toujours à la bêtises. bourre de toute façon. On est toujours à la bourre, mais en plus il se trouve on avait fait des bêtises. Et là, même pas le trésorier de l'assaut, vraiment que quelqu'un d'autre du conseil d'administration qui nous dit non mais en fait il n'y a pas un rond en caisse. Alors coup de chance, on a un truc pour pouvoir obtenir les subventions en anticipé, donc ça devrait le faire quoi. Et en réalité on ne s'en est sorti que parce que Lionel allait contracter un prêt immobilier et qu'il avait 30 000 € en cash sur son compte en banque. Ah ouais, et qu'il a pu nous avancer les courses. Ah ouais. Donc ça a été c'est un très mauvais moment. Ouais. Et sinon dans l'ensemble en fait l'organisation d'Eclipse 7 n'a pas été satisfaisante. Alors je l'ai évoqué avec pratiquement personne. Et ce serait très long à évoquer ici, donc je préfère laisser. Enfin, pour moi, Eclipse 7 a été une grande frustration et en même temps un grand plaisir parce que ça s'est plutôt bien passé. Ah ouais, moi Voilà. en tant qu'invité, en tout cas, moi je peux te dire que j'ai adoré quoi. Mais c'est ça qui est malheureux, j'en comme venais. quoi en fait, moi j'avais l'impression C'est d'avoir que- fait les mauvais choix Ouais. tout au long de l'organisation parce que en fait, j'étais pas maître complètement de ces choix-là et les gens ont trouvé ça plutôt bien. Donc à ce moment-là, on se pose quelques questions, on se remet en question. On Voilà. est souvent trop exigeant en tant qu'orga, je pense, par rapport à ce qu'attend le public. Non, c'est la formule en fait qui me convenait pas. Bon, mais là encore, Mais oui, ce serait vraiment très long. D'accord, très bien. Melvina, pire moment, meilleur moment? Alors moi, mon pire moment, donc moi j'ai fait j'ai organisé qu'une seule Eclipse 4. Mon pire moment, ça a été le dimanche, lorsqu'il a fallu tout ranger, que normalement je devais être secondée par au moins un de mes deux grands orgas, que l'un était parti dormir et que l'autre était en train de mener et que moi j'étais totalement sur les genoux et là tout le monde a bien pu voir mon aspect extrêmement autoritaire. D'ordinaire il est assez présent on va dire, mais là c'était totalement exacerbé. Et donc ça a été mon pire souvenir, mais ça a dû être le pire souvenir de quelques autres aussi. Je confirme. Tanguy menait. Ça a été marrant pour personne. Bon, mais c'est comme ça quoi. Au bout d'un moment j'ai été le chercher parce que j'en pouvais plus quoi. Et puis mon meilleur souvenir, c'est, je vais rejoindre Mathieu, c'est pas un moment, c'est vraiment de voir que ça roule, que les gens ont le sourire, que ça se passe bien. C'est quelque chose, c'est un projet d'année quelque part quoi. C'est un truc dans lequel on se consacre pendant un an et c'est merveilleux de le voir se dérouler sous ses yeux quoi, de le voir bien se dérouler sous ses yeux. Ouais, c'est vraiment, Ouais. j'ai envie de dire que ça va au-dessus de tout. Ça a pas l'aspect pic dont je parlais, mais effectivement, c'est cool de voir les gens sortir des parties avec le grand sourire.
et à raconter leur partie, et à être pressé de. Voilà. Alors justement, Et surtout ici, le grand plaisir, c'est on reviendra l'année prochaine. C'est ça qu'il faut garder en tête. Je crois ce qu'on nous a dit aussi beaucoup, nous, quand on a fini la convention, c'est de pas se focaliser sur les petits trucs qu'on merdait. À partir du moment où il y a eu du monde à la convention, où les gens sont venus, qu'ils ont joué, la convention est réussie, c'est un succès. Il faut vraiment garder ça en tête et regarder les gens qui nous laissent des mots, qui remplissent leur formulaire pour nous dire c'était bien, on a apprécié, refaites, voilà. Ça c'est important. Il faut vraiment se focaliser là-dessus. Déjà c'est très agréable et puis aussi c'est la preuve qu'on a fait du boulot. Tanguy. On a un questionnaire de satisfaction qui se fait tous les ans, je pense, et qui est assez précis. Où on demande vraiment aux gens de donner des idées, etc. Justement, ça me permet de faire une petite transition sur notre dernière partie, celle qui conclura ce podcast, sur la convention. Donc le jour J est derrière nous maintenant, les pires et les meilleurs moments sont passés. Et donc, justement, et après, qu'est-ce qui se passe, hein? Alors donc, vous parlez de ces petits formulaires. Vous faites ça à chaque fois? Vous faites remplir ces formulaires Alors, à quoi ils servent finalement? Parce que moi, j'en ai rempli plein quand je suis venu à Eclipse, mais j'ai jamais... Cette année, je crois qu'il n'y en a pas vraiment eu, en fait. Il y avait un livre d'or, c'est ça, cette année? On n'a pas fait un formulaire, je donnais un papier aux gens en leur disant mettez-nous les points positifs, négatifs, ce qu'il faut garder, ce qu'il faut... Mais c'était dimanche matin, en fait. Donc, il pouvait y avoir pas mal de monde qui était parti déjà. Alors, qu'est-ce qui se passe après la convention, pour vous? Après le rangement, on dort. On dort. Non, après le rangement, on rend les clés et on va dormir. D'accord. On fait une grosse nuit généralement. Et on a souvent aussi, moi je sais que je me souviens que c'était, il y a un gros vide dans la vie quand même. Oui. Ah ouais, après la convention. Bien sûr, bien sûr. Moi à l'époque j'avais vraiment fait l'analogie, on avait vraiment bossé pendant 9 mois, septembre, octobre, novembre, décembre, mars. Ouais, presque 9 mois et en fait c'était le jour J, c'était quelque part l'arrivée du bébé et puis après hop, ça y est, il est parti. Et il y a un gros vide. Ouais, c'était vraiment ce côté ça va être étrange ça. Oui, alors mais je pense que c'est valable dans tous les gros projets. Oui, tout à fait. Vous faites quand même un débriefing après? Entre regards. Je pense que vous l'avez fait vous. Ouais. Avec les gens qui sont présents aussi. Nous on l'avait fait pour Eclipse 4. Ouais. Oui, le dimanche après-midi l'année dernière, on avait débriefing fait à chaud et puis on avait demandé aux gens. Plus tard, voilà. C'était aussi une façon de se rendre comptable de trucs dont les gens s'étaient plaints pendant le week-end. D'accord. C'est-à-dire les gens, sur le moment, on pouvait pas forcément leur donner une explication. Là, on leur expliquait pourquoi est-ce que ça s'était passé comme ça et pas comme ça. Mais généralement, ce genre de débriefing à chaud, il se fait pas avec tant de personnes que ça, quoi. C'est une trentaine de personnes maximum. Et puis les gens qui ont aidé, donc en partie bénévoles pour beaucoup. Donc des gens qui sont même proches de nous, qui sont du club, etc. Donc on touche pas avec ce débriefing à chaud, on touche pas le public véritablement. D'accord. Ouais, et puis il y a quelques éditeurs qui sont restés aussi éventuellement. Notamment, on a eu des bons retours des ludopathes. D'accord. Très intéressant. Donc voilà, on dort. Puis pour continuer sur, on dort. On se rend compte qu'effectivement, il y a un grand vide dans la vie. Et puis du coup, on pense à autre chose. Mais en même temps, faut pas penser trop à autre chose parce que, alors, il faut rendre les comptes de la convention. Ça implique de les faire, ce qui est pas très marrant. D'accord. Faut gérer tous les invendus en matière d'alimentation, c'est-à-dire qu'il y a le sec, il y a le sec et le frais. Qu'est-ce que vous faites de tout ça? Le sec, on a une réserve, comme en fait on appartient à une grosse association qui organise d'autres événements qui n'ont rien à voir avec le jeu de rôle en fait. En fait, le sec peut servir notamment pour les soirées danse bretonne, choses comme ça, par exemple. Bon, pour le frais, c'est plus compliqué. Généralement, on le partage entre les gens qui sont présents le dimanche soir. On se fait un petit gueuleton et puis on le se fait reste. Un petit gueuleton, voilà, on dispatche quoi. On essaie de pas acheter parce que c'est vraiment trop bête quoi. Ouais. Et puis qu'est-ce qu'on fait d'autre? Donc le lendemain, donc effectivement, on s'attelle, dans la semaine qui suit, on s'attelle au compte, on s'attelle au bilan moral, qui est très important. C'est-à-dire comment est-ce que nous on a ressenti le truc. Là encore, on reste sur le niveau sensation. Et après, il y a tout l'aspect dépouillage du sondage. D'accord. Voilà. Alors là, ça fait souvent mal ou non? C'est souvent positif? Non, globalement, c'est bien. Je crois pas avoir descendu, à titre personnel, être descendu sous 9 comme note moyenne. Sur 10. Sur 10. Oui, c'est même trop bien, on n'a pas assez d'aspect. Quelque part, voilà, c'est un problème. En fait, moi je préférais je préférais. Pour l'ego, c'est toujours bon de dire c'est super, on viendra l'année prochaine. Mais quelque part, ça nous aide pas tellement quoi. La note, c'est pas ça en fait. Qu'elle soit mauvaise ou qu'elle soit bonne, c'est pas la note qui aide, c'est les commentaires. Non, mais quand la note, après la note, ça donne une idée de la satisfaction des gens. C'est-à-dire qu'effectivement, le mec qui met 9 sur 10,
de toute façon, il va pas dire ah putain c'est trop la merde, voilà quoi. Ouais. Non, il va dire comment il y a peut-être ça à rajouter ou ce truc-là on a senti un flottement, mais ça va pas être agressif quoi. D'accord. Et or, je crois personnellement que les avis radicaux sont ceux qui font plus avancer les gens. Voilà. Donc C'est vous mon aurez point de vue. compris, Florent, Grumpf, la prochaine fois, hein, vous les notez sévèrement. Hein, ils veulent des claques. Donc Mais on va leur en donner. en fait, c'est pas les invités le plus souvent ils sont. Ah, les invités, tu t'en fous, ils- en fait. Non, c'est pas ça. Oui, ils Les- se foutent de nous ces mecs. les, hein. les invités On sont reviendra sont pas. très constructifs et s'expriment, enfin dans mon expérience, s'expriment pas Si. tellement par le sondage, ils s'expriment plutôt de vive voix. Bien Et là, sûr, on a des, voilà, comme toi par exemple. Là, en fait, on a des infos beaucoup plus pertinentes parce que eux, ils ont une vision comparative des choses. Et ça, c'est très super aigu. important. Enfin, je pense Et- que c'est le 7e cercle qui vraiment tourne les conventions, comment il tape là où ça fait mal, quoi. Ouais, voilà, ouais. Donc, Et bon, force est de constater qu'on n'a pas très souvent mal avec le 7e cercle. Voilà. Mais bon, je suis désolé, quoi. Hein, non, mais il y a des. Ouais, non, c'est bien. Enfin, moi, comparativement par rapport à toutes les conventions que j'ai pu faire, Eclipse, je pense que pour l'instant, c'est le top. Dans la mesure où il y a des petits détails à la con. Par exemple, les chiottes, elles sont là. Pendant les parties, on a de la bouffe, on a des Avec petits du gâteaux, on a de la flotte, on a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que vraiment, on sent, en fait, c'est la seule convention vraiment où on sent que, enfin personnellement, hein, les organisateurs sont là au service des invités. C'est exactement le principe. Et oui, ouais, c'est et le ça, principe d'une convention, alors que- quoi. On fait une oui, convention mais c'est pour. pas toujours le cas. pour le C'est-à-dire public. que pour l'avoir constaté, c'est vrai que ça fonctionne pas partout comme c'est ça. pas toujours le cas. C'est-à-dire que parfois, les gens sont plutôt là pour le public. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, ils sont là plutôt pour les invités, parfois pour les deux. Vous êtes pour les deux. Et vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pareil au niveau de l'accueil. En tant qu'invité, en tout cas, Eclipse, on voit bien que vous êtes là aussi pour les invités. Et ça, c'est très important. Voilà, ça c'est ce que je pouvais dire moi, de mon retour en tant qu'invité à Eclipse en général. Donc après le bilan moral, Alors le en ce bilan qui moral, concerne- je vois pas très bien ce que c'est. c'est en fait S'il te c'est plaît. expliquer, avoir une idée de la fréquentation. Donc là le sondage nous aide beaucoup, ainsi que les feuilles d'inscription, parce que il y a des gens qui nous subventionnent D'accord. et Ils veulent des chiffres. voilà, ils veulent des chiffres, ils veulent savoir si notre truc ça a été un flop ou si au contraire s'il y a une progression. Parce que D'accord. quand on montre un bilan qui tous les ans, c'est à peu près le cas en fait pour Eclipse, augmente de entre 20 et 50 personnes. Voilà, ils se disent voilà, c'est un événement sur lequel on peut entre guillemets investir parce que il y a une organisation qui tourne et c'est sérieux quoi. Les gens viennent pas là juste pour du pognon. Excusez-moi. Fais attention avec ton micro. Euh, Ça, en fait, là, t'es en train de... C'est la fatigue. Les auditeurs sont en train de D'accord. t'entendre, Ah ouais, t'éloigner, te super, rapprocher. c'est Donc, cool. j'ai l'impression que t'es un mec qui court à fond. Et donc en fait, ça c'est vachement important. Là encore pour les institutionnels, mais aussi pour l'assaut. Comment donc on fait ça? On fait le bilan moral et donc après il y a tout un aspect. Alors dans le cas d'Eclipse, parce que c'est un événement qui se répète d'une année sur l'autre en principe, enfin qui se répète, qu'on voudrait se voir se répéter, mais c'est pas systématique. C'est-à-dire qu'en fait les cartes sont complètement redistribuées en septembre. Ouais, oui. Voilà, on fixe une date en fait généralement vers le mois de mai pour l'année suivante, histoire de réserver les locaux. Mais en réalité, on distribue les cartes, on ne sait pas qui va organiser, on ne sait même pas si ça va avoir lieu. Ouais. Et donc le problème, c'est que pour les gens qui veulent se lancer dans l'année suivante, il faut qu'ils aient un maximum de documentation. Premièrement, parce que les souvenirs des organisateurs, c'est quelque chose de pas super fiable. Ouais. J'ai pu le Tout à constater fait. plusieurs fois. Je parle de mes souvenirs. Alors là, ça c'est tout bête, mais c'est une Et- information hyper utile. Et donc en fait, donc ça a surtout bien marché pour Eclipse 6. Eclipse 7, on l'a pas fait parce que je suis un vilain garçon. Et pour les raisons que j'ai évoquées plus haut. Donc en fait, on fait un vadémécum où on indique tout. On met tout. Tout, Voilà, même les on met plus tout, infimes les- détails, Tous comme les par documents, exemple. les documents de travail par exemple. le Voilà, si nombre on a de- besoin de, je sais pas, justement les formulaires de sondage, D'accord. les feuilles d'inscription, tout. Tous Le les supports nombre informatiques, le on nombre met de tout. tranches de jambon dans un sandwich. Mais Voilà. ça va vraiment Ouais, jusqu'à c'est ce ça. détail-là. Le Quoi. budget prévisionnel, le budget clos et effectivement les quantités achetées, les quantités effectivement vendues, etc. Ouais, c'est- Donc ça c'est le principe. Après, bon dans les faits, comme je le disais, Eclipse 7 ça n'a pas pu se faire parce que bon, c'était un peu compliqué. Je pense que Eclipse 8 vous êtes dedans, c'est ça? Et donc voilà, donc ça c'est très important parce que je crois que ça a dû sauver les orgas tous les ans quoi. Plusieurs fois. On s'est énormément appuyé dessus, nous par exemple, dessus d'Eclipse 6. Pour, Ouais, tout à fait. C'est ce qui va permettre à des orgas qui n'ont pas beaucoup d'expérience justement d'organisation de pouvoir monter une convention. D'accord. C'est très formateur. D'accord.
Donc ça c'est intéressant de faire ça après. Donc c'est quelque chose que je conseille, au moins de garder, ne serait-ce que les supports, les supports papier qu'on a sous forme informatique en fait. Ok. Voilà. Après, il se passe d'autres choses ou on a fait le tour? Mathieu, non? Jika? Je pense que c'est pas mal quand même d'essayer de recontacter les partenaires quelques temps après. Pas forcément les auteurs-éditeurs, mais tous ceux qui sont venus. C'est pour ça que t'auras pas de mail, Romaric. Voilà. Donc nous, la reine des jeux, les magasins, pour savoir s'ils sont contents de leur partenariat et s'ils veulent le réitérer. Ok. Voilà, Ouais, je suis d'accord. Disons que c'est juste, ne serait-ce que c'est pour leur montrer que c'est pas que la personne qu'on a contactée, c'est pas juste une poubelle dont on avait besoin pour afficher le truc dans son magasin, mais que c'est quelque chose qu'on estime qu'il a été utile pour nous et que voilà, c'est pas maintenant que c'est fini qu'on a plus rien à faire. Et qu'on espère aussi lui avoir été utile. Du coup. Et puis aussi, c'est le moment aussi de dire que l'année prochaine, ça va peut-être recommencer et que ça sera peut-être pas les mêmes personnes. D'accord. C'est très important. On en parlait dans les motivations, comme Mathieu l'a évoqué tout à l'heure. C'est vachement important que les gens changent. Alors, on m'a fait la remarque plusieurs fois. J'ai un très bon ami qui me fait la remarque tous les ans. Il y a des gens qui pensent que c'est un problème. Ah oui. En termes d'identité, justement, l'identité dont tu parlais de la convention, le côté orienté vers les joueurs, c'est une identité qui n'apparaît pas à tout le monde. Voilà, y compris des gens qui font pas mal de conventions. Alors, des conventions sur Paris, donc c'est un cadre assez particulier, mais le fait est quoi. D'accord. Voilà. Donc, mais pour nous, c'est très important. Puis ce serait très lourd de faire ça, que ce soit les mêmes personnes qui fassent ça tous les ans. C'est quand même une. Quand on disait au début que c'était un défi personnel, c'est pas un 20 mots quoi. Le problème, c'est que ça veut dire que l'année suivante, on refait la même chose. Parce que justement, c'est trop fatigant de refaire un truc vraiment différent à chaque fois. C'est vrai que ça gagnera en efficacité, en pertinence, etc. Mais ça se scléroserait, je pense. D'accord. Je suis entièrement d'accord. Donc voilà. Bon, on peut s'arrêter là. Je pense que on a déjà donné pas mal d'informations. Après la convention, on passe effectivement à autre chose. C'est très important. D'accord. Eh bien nous aussi, chers auditeurs, nous allons vous laisser passer à autre chose. On vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci à vous, les organisateurs d'Eclipse, d'avoir répondu aux questions peut-être des prochains organisateurs, des auditeurs qui voudraient se lancer dans l'organisation. J'espère que votre expérience leur a donné la motivation de le faire. Qu'ils viennent à Eclipse 9. Voilà. Qu'ils se proposent en tant que bénévole. Voilà, déjà pour prendre de l'expérience. En fait, c'était ça le but du truc. En fait, c'était ça le but caché. Allez, mais parce que sinon, il n'y aura pas Eclipse 9. Quoi qu'il en soit, on vous dit tous à bientôt. À bientôt. Au revoir.